Il y a certains outils qui sont utilisés très, très, très fréquemment dans divers documents professionnels, des présentations, des rapports et je pense qu'il est important de les connaître pour les comprendre, mais aussi pour savoir détecter quand ce qu'on vous présente, c'est pas vraiment scientifiquement étayé. Le premier exemple de ces outils qui, pour le coup, illustre vraiment le fait que des outils peuvent ne pas être des outils robustes, c'est la matrice faute. La matrice faute, elle est présente partout, dans tous les évaluations, l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, l'évaluation par par vos supérieurs. Dès qu'il y a un projet, on va vous demander de faire cette matrice faute. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien de plus stupide que de faire une matrice faute. Pourquoi ? Parce que c'est une représentation qui n'est étayée par aucune méthode. Donc déjà, plein de gens l'utilisent mal. Donc, je vais rappeler comment on utilise une matrice faute. La matrice faute, elle est découpée en 4 cadrans. Dans le cadran O, on va représenter tout ce qui vient de l'intérieur de la structure. Dans le cadran bas, on va représenter ce qui vient de l'extérieur de la structure. Et puis, à gauche, on va représenter ce qui est bien, et à droite, ce qui n'est pas bien. Donc sur le principe, on devrait être capable de bien identifier où on doit positionner des éléments. Ce n'est pas toujours si simple parce que y a des éléments qui vont être à la fois internes et externes. Et donc parfois, la distinction entre haut et bas n'est pas toujours simple. Moi, ce qui me gêne plus dans la méthode, c'est qu'elle n'existe pas. Donc on vous demande de remplir cette méthode SWOT sans savoir comment vous allez identifier les éléments que vous allez positionner. Est-ce que vous faites votre analyse dans votre tête, sur votre coin de bureau, seul? Est-ce que vous devez conduire des entretiens? Est-ce que les entretiens doivent être guidés? Est-ce que vous devez voir plusieurs personnes? Est-ce que vous devez confronter les opinions? Est-ce que vous limitez les forces, faiblesses, opportunités et menaces à court terme, à long terme? Tout ça, ce n'est absolument pas prescrit par la méthode. Donc vous pouvez réaliser pour le même projet des matrices fautes totalement différentes et être capable de les justifier aussi bien l'une que l'autre. Donc c'est un outil qui est pour moi un outil de com. Ce n'est pas un outil qu'il faut fatalement mettre à la poubelle parce qu'il peut être très très intéressant pour convaincre des gens, mais ce n'est pas un outil rigoureux et il ne devrait pas être utilisé pour prendre des décisions. Alors dans ma vie professionnelle, je suis obligée très souvent de rédiger ou de remplir ce genre de matrice. On le fait. Et vous serez sûrement aussi obligé de le faire parce que c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas votre financement. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la justification qui vous permettra d'acheter votre ordinateur ou d'investir dans une nouvelle machine. Néanmoins, il faut que vous ayez conscience de la subjectivité de cette représentation et de l'absence de cadrage sur le périmètre temporel ou le périmètre d'interrogation, de questionnement. Par ailleurs, j'en profite pour dire ça ici, une situation est rarement assez simple pour pouvoir être représentée avec 4 cases. C'est-à-dire que si vous avez une situation qui est si triviale que vous sachiez pertinemment comment tout classer, c'est sûrement que vous avez laissé de côté certains critères. Donc, la représentation, à mon avis, devrait rendre compte de la complexité des situations et on ne peut pas limiter une décision complexe à uniquement 4 cadrans. Une autre matrice 4 cadrans qui est utilisée beaucoup par les entreprises, c'est la matrice BCG, donc du Boston Consulting Group. Cette matrice, elle est utilisée pour analyser des portefeuilles de produits et décider qu'est-ce qu'il faut laisser de côté, qu'est-ce qu'il faut arrêter de promouvoir, arrêter de vendre, et qu'est-ce qu'au contraire, il faut mettre en avant, et quels sont les domaines qui vont permettre de gagner dans les années à venir.
Donc, représentons cette matrice. On va avoir une vision en 2 dimensions avec sur l'axe des abscisses la part de marché. Donc, part de marché. De 0 à 100%. Et puis, sur l'autre axe, la croissance du marché. Donc, pareil, de 0, on va dire jusqu'à peut-être, soyons optimistes, 50% de croissance du marché. Donc, l'idée, c'est de représenter tous les produits dans cet espace. Donc, premier problème de la méthode, c'est qu'on ne sait pas où positionner les limites des différentes phases. Est-ce que ici c'est bien, ici c'est pas bien, ou est-ce qu'on aurait dû tracer cette courbe, cette droite un peu à côté? On ne sait pas. La méthode ne nous le dit pas. C'est une des limites. Néanmoins, on peut adapter ou contourner cette limite en disant que dans une entreprise donnée, on va se mettre d'accord sur des frontières dans ces zones et qu'on les utilisera, ces frontières, quels que soient les produits qu'on utilise et qu'on utilisera surtout les mêmes frontières dans le temps. Donc, ce que dit la méthode, c'est de dire que, ce que dit le Boston Consulting Group au sujet de sa méthode, c'est de se dire que on a des des produits qui sont très 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 bien. C'est ce qu'on va appeler les vaches à lait. Et les leaders. Et puis on a des poids morts et des produits pour lesquels on ne sait pas trop, des dilemmes. À partir de ça, la décision pourrait paraître simple. Néanmoins, je trouve, moi, qu'il manque à cette matrice une vision sur les liens affectifs entre clients et entre produits, et surtout entre déclencheurs d'intérêt. Ce que cette matrice nous montre, ce qu'elle représente, c'est les produits qu'on a vendus. Néanmoins, on ne sait pas pourquoi on est venu dans la boutique. Peut-être que moi, je suis passée devant une vitrine, que j'ai trouvé ça super, parce que c'était ce produit-là. Hop. C'est pour ce produit-là que je suis rentrée dans la boutique. Néanmoins, une fois que j'étais dans la boutique, j'ai parlé avec des vendeurs, avec des vendeuses, et ils m'ont convaincu que c'était ce produit-là qu'il me fallait, et c'est celui-là que j'ai acheté. Parce qu'il était plus adapté à mon besoin, ou tout simplement parce que, comme les vendeuses ont un incentive plus grand à vendre ce produit-là, elles ont été très 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 convaincantes. Donc ce lien, qui est très important, puisque c'est grâce à ce lien que je suis venue dans la boutique, il n'est pas représenté dans cette matrice. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte avant de prendre la décision de supprimer tous les poids morts. Donc, il faut se poser la question, et ce sont des informations qu'il est possible de récupérer actuellement, assez facilement, en tout cas quand il s'agit de visites sur des sites Internet, de pourquoi ou comment les gens sont rentrés dans notre boutique, ou comment ils ont atterri sur notre site web.
quels sont les mots-clés que j'ai tapés, sur quelles images j'ai cliqué. Et ces produits-là, ceux qui font que ma marque est identifiée, ou ceux qui font que les gens viennent sur mon site de vente, il faut, à mon avis, les conserver. Donc c'est un outil qui est intéressant, mais qui, à mon avis, manque une dimension. Parce que là encore, représenter une réalité complexe avec seulement 2 dimensions, ça semble un peu illusoire. Un dernier outil dont je voulais vous parler dans cette présentation, c'est un outil de représentation du business model. Donc le business model, c'est expliquer comment vous allez transcrire votre stratégie de manière opérationnelle, en cohérence avec les processus dont vous disposez, pour dégager de l'argent. L'objectif, c'est toujours ça dans une entreprise, on le rappelle, faire du profit. Donc le business model, c'est un texte, une représentation graphique qui permet d'expliquer comment on fait ça. Donc c'est important de savoir en rédiger un ou en lire un, parce que souvent, lorsqu'on veut déclencher des investissements, il est indispensable de faire un business model. Vous allez demander un prêt à la banque, il vous faut un business model. Vous allez solliciter des business angels, il faut un business model. Pour même une subvention de la mairie ou de la région, il faut un business model. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui doit être représenté. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver comment l'entreprise que vous voulez créer ou que vous avez déjà va comprendre le marché, livrer des produits pour gagner de l'argent en créant de la valeur. Donc il y a beaucoup de modèles qui peuvent être utilisés. Le modèle qui est, à mon avis, le plus visuel et le plus simple à mettre en œuvre, donc je vous conseille, si vous avez besoin de faire un business model, c'est celui d'Osterwalder. Donc Osterwalder, c'est un chercheur nordique, je crois qu'il est danois, mais peu importe, qui a fait un état de l'art très 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 riche de tous les modèles économiques qui existaient et qui a proposé un outil d'aide aux entrepreneurs pour formaliser leur business model. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a une démarche, il y a une méthode et des outils. Donc la grille que je vous montre ici est une grille gratuite, mais si vous avez besoin de plus d'aide, sur le site web d'Osterwalder, il y a des outils payants qui vous permettent d'aider à la construction de votre propre business model. Donc qu'est-ce que c'est qu'un business model? C'est l'articulation de différents éléments. Premier élément, identifier qui sont vos clients. Vous pouvez en avoir qu'un seul, mais c'est mieux si vous en avez plusieurs, et notamment si vous êtes capable d'identifier ce que chacun vient chercher dans votre entreprise. Imaginons que vous décidiez de développer une application gratuite pour téléphone. Si vous voulez quand même faire de l'argent, vous allez avoir un premier type de clients qui sont des clients gratuits, qui vont télécharger l'application. Mais vous, pour vous financer, vous aurez sûrement des annonceurs à qui vous allez vendre de l'espace publicitaire, et peut-être même que vous allez vendre les données de vos clients à des entreprises qui font de la statistique. Donc vous aurez 3 types de clients pour un même produit. C'est important d'identifier qui sont ces clients et ceux qu'ils viennent chercher chez vous. Ceux qui viennent chercher, ça doit être décrit dans la proposition de valeur. Qu'est-ce que votre entreprise va proposer et comment vous allez pouvoir matcher votre proposition de valeur avec vos clients. Donc pour ça, différentes choses à décrire. Première chose à décrire, c'est les circuits, les canaux de distribution. Comment est-ce que vous allez mettre à disposition la valeur que vous proposez pour que les clients puissent s'en emparer? Vous développez une application, comment est-ce que vous allez la rendre disponible? Vous allez la mettre sur l'iStore, vous allez la mettre sur Google Play, c'est à vous de décider ça.
Comment est-ce que vous allez annoncer que vous avez des espaces publicitaires à vendre? Comment ces espaces publicitaires vont être mis à disposition des annonceurs? Tout ça, il faut le décrire pour chaque typologie de client. Et deuxième lien entre la valeur et le client, comment est-ce que vous allez conserver la relation qui ne pourrait être qu'une relation ponctuelle entre vous et vos clients? Comment est-ce que vous allez échanger, que ce soit échanger des informations, notamment des informations liées à la commande, à la réception, à l'usage? Comment est-ce que vous allez échanger dans des événements? Est-ce que vous allez rencontrer vos clients sur des salons? Est-ce que vous allez organiser des événements festifs? Est-ce qu'au contraire, vous allez faire des retours d'expérience plus à destination des professionnels? Tout ça pour garantir que votre client aura envie de rester chez vous. Est-ce que vous allez mettre en place un système de carte de fidélité ou d'offres différentes en fonction de l'historique? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut décrire en fonction de vos clients et de la valeur que vous souhaitez mettre à disposition. Associé à ça, il y aura la description des flux monétaires. Qu'est-ce que vous allez marchandiser? Qu'est-ce qui sera gratuit? Et comment est-ce que vous allez déterminer les prix pour chacun de votre offre? Donc ça, bien à décrire pour chaque typologie de client. Vous avez des clients gratuits, vous avez des clients payants. Ils n'ont pas accès à la même offre, mais tout ça, c'est clair pour vous. Et ça sera également clair pour vos financeurs. Puis, il faut décrire les ressources que vous allez utiliser pour créer cette valeur. Est-ce qu'il vous faut un entrepôt? Est-ce qu'il vous faut des machines? Est-ce qu'il vous faut des personnels? Tout ça, ça doit être listé. Et comment est-ce que vous allez utiliser ces ressources? Quelles sont les activités que vous devrez mener? Est-ce que c'est uniquement de la production? Est-ce que vous avez de la R&D? Est-ce que vous allez avoir assurer vous-même votre service après-vente? Quelles sont toutes les activités qu'il faudra mener pour que votre client ait son produit et qu'il puisse l'utiliser dans de bonnes conditions? Ça veut parfois dire que les ressources ne seront pas en interne et qu'il faudra externaliser. Et donc, il faudra trouver des partenaires. Ces partenaires peuvent être des fournisseurs de matières premières, de main-d'œuvre, mais aussi des personnes qui vont assurer un servicing que vous n'êtes pas capable d'assurer ou que vous estimez être en dehors de votre scope. Vous, ce que vous faites, c'est vous mettez à dispo une application gratuite pour vos clients. Si jamais les données que vous vendez à votre client études ou centre statistique ne sont pas exactement celles qu'ils veulent, peut-être que vous avez besoin de les faire retraiter par quelqu'un dont le métier, c'est la gestion des datas avant de le transmettre. Donc tout ça, c'est vraiment important de l'identifier. Et puis, en face de ces ressources, en face de ces partenariats, identifier quels sont vos coûts. Et dans le meilleur des cas, les coûts qui sont identifiés ici permettront de dégager des revenus, parce que vos revenus sont suffisants. Dans un cas réaliste, la première fois que vous décrirez tous ces éléments-là, il est probable que vos coûts soient bien supérieurs à vos revenus, ce qui demandera de retravailler le business model. Donc moi, je pense que cet outil, cette représentation visuelle qui permet de décrire son business model est un outil synthétique qui permet de rien oublier. La démarche de remplissage, elle est payante, vous pouvez vous la procurer, mais même sans démarche, c'est déjà un bon outil qui permet de rien oublier et qui permet de rassurer à la fois les partenaires, les actionnaires, les financeurs, mais aussi parfois vous-même lorsque vous êtes dans une démarche de création d'activité ou de transformation d'activité. Vous êtes responsable d'une ligne de production, vous devez en changer la typologie ou vous changez le produit que vous allez réaliser, c'est important de se poser ces questions-là parce que parfois, même en interne d'une entreprise, on vous demande
de réaliser ça pour être sûr que votre unité est rentable localement. Osterwalder, en plus de cet outil graphique, il a fait une analyse sur les typologies les plus fréquentes de business models qu'on pouvait trouver dans le monde économique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des idées sur lesquelles on va pouvoir se rattacher. Donc, il y a 5 business models types et bien sûr, on va pouvoir les combiner. Donc, la première typologie de business model, c'est on a des processus très séparés, pas beaucoup de communication entre l'innovation, l'infrastructure, la gestion du client, et on est plutôt sur des business models d'entreprises bien établis qui vont capitaliser sur leurs bonnes pratiques existantes. Une deuxième typologie d'entreprise, c'est ceux qui vont choisir des niches de clients. Un petit nombre de clients qui n'est pas vraiment satisfait de ce qu'ils trouvent sur le marché et qui vont commander des produits très spécifiques pour lesquels ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. C'est vraiment une certaine typologie de business model. Troisième typologie, une entreprise qui décide d'être multiplateforme, d'avoir plusieurs typologies de produits, plusieurs typologies de clients et d'attirer et de construire sur cette diversité son message commercial pour dire aux nouveaux clients vous ne nous connaissez pas encore, vous ne connaissez pas nos produits, mais on est tellement adaptatif, on sait tellement traiter de choses diverses que vous allez pouvoir venir. Quatrième type de business model, l'accès gratuit à l'offre pour au moins une typologie des utilisateurs. C'est l'exemple dont je vous parlais au début. On a une application web et l'utilisateur de l'application y a accès gratuitement. Le revenu financier va être assuré par de la publicité ou de la vente de données. C'est un système qui est vraiment très en vogue actuellement, qui pose question sur justement qu'est-ce que l'utilisateur gratuit finalement paye. Parce que si tout est gratuit, c'est vous le produit. Maxime qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis dernière typologie, c'est axé sur l'open source, donc l'open business model, où c'est la collaboration avec l'extérieur qui va générer de la valeur. C'est parce que vous mettez à disposition vos codes, vos produits, que vous allez pouvoir les vendre. Et cette partie ce pari, finalement, de mettre à disposition une partie de la connaissance de l'entreprise en donnant des plans, en donnant des codes, c'est un pari qui peut déclencher des ventes. C'est le pari qu'a fait Schneider Electric en développant un langage de programmation de ces équipements connectés ou smart équipements et qui a convaincu beaucoup d'entrepreneurs de partir sur ces équipements-là, puisqu'on pouvait après finalement se les approprier parce que le code était ouvert. Donc voilà les 5 grands types. Et après, pour construire un business model qui fonctionne, on va être amené à piocher dans ces grands types. Donc je mettrai sur le site web le lien direct vers le site professionnel de Osterwalder, où vous pourrez, si vous êtes intéressé, voir comment il met en œuvre sur des cas pratiques ce business model et comment on peut, avec des outils, en construire un de A à Z.